bienvenue dans cette vidéo de géographie. Aujourd'hui, on va parler du développement. Pour commencer, il y a en fait plein de critères différents qu'on peut utiliser pour évaluer le développement. On va donc voir quels sont ces différents indicateurs et lesquels sont les plus pertinents. Une petite pause s'impose avant tout. Le développement, normalement vous le savez déjà, mais petite piqûre de rappel, c'est le processus par lequel une société atteint un niveau de croissance économique qui s'accompagne d'une amélioration sociale et qui lui permet une plus grande satisfaction de ses besoins. C'est bon, vous l'avez bien noté? Allez, on passe à la suite. La première mesure du développement, celle que vous avez le plus connue jusque-là, c'est la mesure du PIB où on regarde la richesse produite sur une année dans un État. Cet indicateur peut être intéressant si on veut trouver quels sont les pays les plus riches sur Terre. En revanche, on ne voit pas les inégalités au niveau social, il faut donc trouver d'autres indicateurs pour une analyse un peu plus fine. Celui qu'on utilise le plus souvent et que vous avez dû voir tous au collège, c'est l'IDH, l'indice de développement humain, qui s'appuie non seulement sur la richesse, on voit le PIB par habitant, l'éducation, on voit le taux de scolarisation des enfants de moins de 15 ans et le taux d'alphabétisation des plus de 25 ans, et sur la démographie, puisqu'on regarde aussi l'espérance de vie à la naissance, c'est un critère en fait de santé, finalement. Seulement, si l'IDH est déjà plus fin que le PIB, il n'est toujours pas suffisant puisqu'on ne voit pas les inégalités sociales au sein de chaque État. Il faut donc trouver un autre indicateur. Aujourd'hui, donc, et il faut l'écrire, on s'appuie de plus en plus souvent sur l'IPM, l'indice de pauvreté multidimensionnel, qui s'appuie sur 10 critères qui combinent le niveau de vie, l'éducation et la santé, qu'on peut voir ici. Ça nous donne une carte un peu plus fine et donc d'affiner la vision du développement qu'on a à l'échelle mondiale. Enfin, on utilise aussi d'autres indicateurs, et notamment l'IDHI, l'indice de développement ajusté aux inégalités, qui combine à la fois le niveau de développement, mais aussi le poids des inégalités pour mieux dissocier les pays émergents et les pays émergés. C'est celui qui est sûrement le plus pertinent, mais qu'on utilise encore assez peu. Et il existe aussi d'autres indicateurs, comme l'IDSH, l'indicateur sexo-spécifique du développement humain, qui intègre lui les inégalités hommes-femmes. Vous l'aurez compris, il y a plein de débats, plein de mesures différentes pour voir si un pays est développé ou pas développé. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ces inégalités, on les retrouve à toutes les échelles. Et pourtant, depuis les années 1980, le développement a progressé partout dans le monde. La population vivant en situation d'extrême pauvreté, c'est-à-dire qui gagne moins de 1,90 $ par jour, a ainsi été divisée par 3 pour atteindre seulement aujourd'hui 10% de la population mondiale. On est passé de 1,98 milliard de personnes à 655 millions en 2019. C'était super encourageant. Seulement voilà, vous savez tous ce qui s'est passé en 2020 et l'arrivée du Covid-19 a fait plonger le monde de bien des manières, mais surtout a fait plonger 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, on compte 783 millions de personnes qui gagnent moins de 1,90 $ par jour. C'est absolument terrifiant de voir qu'on est reparti en arrière à cause du Covid. Bon, malgré tout, d'une façon générale, la tendance est quand même au développement global de la planète. Néanmoins, il y a différents niveaux de développement. Là encore, vous avez vu ça au collège, mais je vous les rappelle. On a des pays d'abord qui sont développés, qui concentrent les richesses, qui sont les anciens pays industrialisés. C'est principalement l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie orientale, mais on peut aussi penser à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a des pays émergents, qui ont une richesse qui est plutôt récente, depuis le début des années 2000, mais où il y a de très fortes inégalités. Dans ces pays, on compte les BRICS, les pays pétroliers, les pays à économie de rente, notamment, on en parlera en classe. On a aussi les pays en développement qui sont dans une situation intermédiaire avec un IDH entre 0,5 et 0,7. On dit aussi les pays mal développés. C'est pas les plus pauvres du monde, mais ils sont pas encore vraiment émergents, ils sont un petit peu dans l'entre-deux. Et puis enfin, il y a les pays les moins avancés, qui sont situés principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Ce qui nous donne de façon relativement classique la carte suivante qui sera à apprendre. Enfin, petite précision tout de même, il y a d'autres typologies du développement qui sont possibles, d'autres cartes qui sont possibles comme celle-ci. Partez du principe qu'entre un pays en développement et un pays émergent, la frontière est parfois très mince, c'est un petit peu difficile et donc vous verrez, il y a plein de cartes qui sont pas tout à fait d'accord. À part sur les pays les plus riches et les plus pauvres, il y a souvent des débats entre géographes, mais ça aussi, on en reparlera en classe. Bon, surtout les inégalités, on a vu, elles sont très présentes à l'échelle mondiale, mais elles sont aussi présentes si on zoome à l'échelle régionale. L'Europe occidentale est plus développée que l'Europe de l'Est.
l'Asie orientale est plus développée que l'Asie du Sud, etc., etc., etc. Il faut pouvoir retrouver cette échelle d'analyse, cette façon d'analyser partout sur Terre. Ces inégalités se retrouvent aussi à l'échelle nationale. Si on regarde la carte de la France, il y a des villes qui sont extrêmement dynamiques et des zones littorales qui sont très dynamiques. Et puis il y a un espace qu'on a appelé longtemps un diagonale du vide. Alors c'est un mot qu'on n'emploie plus vraiment, mais ça parle encore à beaucoup, qui pour le coup est beaucoup moins développé que les espaces littoraux ou la région parisienne. Et si on zoome encore plus finement, si on regarde par exemple les métropoles, donc l'échelle locale dans les pays émergents comme Mumbai ou Rio de Janeiro, il y a beaucoup de bidonvilles, mais à côté on a aussi des quartiers d'affaires, des Central Business Districts qui sont présents. C'est aussi le cas finalement à Londres. À New York, on a des quartiers pauvres qui sont à proximité immédiate des centres d'affaires. Donc on retrouve ce qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale dans absolument toutes les villes de la planète et finalement un peu à toutes les échelles. Alors jusqu'ici, on a parlé de développement, mais en fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle surtout de développement durable. On va voir un petit peu quelle est la nuance et de quoi il s'agit très concrètement. Déjà, on peut se rappeler rapidement que les temporalités du développement, à savoir à quel moment un pays s'est développé, sont différentes en fait pour chaque pays et chacun a sa propre trajectoire. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les pays du Sud ont cherché à s'émanciper des anciennes métropoles coloniales en se développant, et pour ça ils ont donné la priorité à l'agriculture, comme l'Inde qui a fait sa révolution verte, ou à l'industrie, comme au Brésil et à la Chine, pour essayer d'atteindre une indépendance économique, mais aussi pour permettre l'émergence d'une économie d'exportation. Ça a eu des conséquences territoriales importantes, puisqu'en favorisant le développement des grands ports littoraux, on insiste à l'émergence de métropoles qui attirent population et activité, notamment sur la Chine littorale, qui génèrent un important exode rural et qui entraînent de fait un déséquilibre territorial important dans ces pays, qu'ils peinent encore à résorber aujourd'hui. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, depuis le tout début du XXIe siècle, c'est l'intégration dans la mondialisation qui est le principal moteur du développement. Pour attirer les investisseurs, il y a différentes stratégies là aussi. Certains pays se sont tournés vers ce qu'on appelle une économie de rente, qu'elle soit pétrolière, gazière, comme la Russie ou les pays du Golfe. Et d'autres sont devenus des pays ateliers qui se sont spécialisés dans la production de produits manufacturés à bas coût, en Asie du Sud-Est notamment. Pensez à la Chine qui va assembler les smartphones du monde entier. Néanmoins, ces pays émergents connaissent encore de très importantes inégalités qui vont limiter le développement et empêcher le développement durable. Alors, développement durable, vous avez vu, ce sont deux notions qui sont assez proches mais en fait différentes. La définition arrive. Attention, il faut bien la noter, il faudra impérativement la connaître pour la seconde, première, terminale et le reste de votre vie. Cette notion, elle apparaît dans le rapport Brundtland de 1987. Elle dit que le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, on veut continuer à augmenter les richesses, améliorer les conditions de vie, en réduisant les inégalités, mais aussi en prenant en compte la dimension environnementale, on parle même de dimension écologique, écologiste finalement. Et donc il y a des politiques qui sont menées à toutes les échelles pour ça, pour tendre vers un développement durable. À l'échelle mondiale, c'est notamment le cas des politiques de l'ONU, qui a mis en place différents sommets que vous avez ici. En 92, le sommet pour la Terre de Rio, donc ce sont les représentants des pays entiers qui se sont réunis à Rio. En 97, le protocole de Kyoto qui a voulu la réduction des gaz à effet de serre. Et en 2015, les accords de Paris lors de la COP 21 qui devaient permettre à la planète d'atteindre une augmentation maximale de 1,5 degré d'ici 2050. À l'époque, c'était bien. Depuis, on a déjà explosé les scores. Surtout, l'ONU observe l'évolution du développement durable au regard des 17 objectifs de développement durable qui ont été définis en 2015 pour 2030, qui permettent d'observer l'évolution de la pauvreté dans le monde, de la faim dans le monde, est-ce qu'il y a une éducation pour tous, les inégalités entre les filles et les garçons, la lutte contre le changement climatique, etc., etc., etc. Vous irez voir sur le site internet de l'ONU, c'est extrêmement intéressant. À l'échelle nationale, les États mettent aussi en place des aides au développement pour d'autres pays, des assurances santé, une protection sociale qui va être plus développée, la scolarisation obligatoire, etc., etc. Ils vont aussi essayer de renforcer les normes environnementales. En tout cas, les États aussi sont actifs pour essayer d'aider leur pays à se développer et à leurs citoyens de vivre mieux. Néanmoins, les trois piliers du développement durable, l'économie, le social, l'environnemental, restent difficiles à concilier, y compris dans les pays les plus développés, où les responsables politiques restent souvent très frileux dans leur politique environnementale, en raison notamment du coût économique de celle-ci, comme Trump qui s'était retiré de l'accord de Paris. Et puis, il y a aussi de très nombreux autres facteurs qui peuvent limiter le développement et la réduction des inégalités. On pense notamment aux conflits, à l'émigration,
à la question des risques ou à la pauvreté qui est trop importante dans la société. Bref, il y a plein de raisons pour qu'un pays ait du mal à se développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt en classe pour travailler notamment sur le croquis et sur l'analyse de documents. Bon courage pour votre prise de notes.